messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 17 juillet 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est rentré hier soir dans le pays au terme de sa visite au Kenya, au cours de laquelle il a pris part à la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, a fait savoir le porte-parole de la présidence. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président kenyan s'est félicité de la visite du chef de l'État, el-Sisi, à Nairobi, exprimant son appréciation pour l'Égypte, son peuple et son leadership. Il a affirmé qu'il existe de larges perspectives pour développer les relations et faire progresser les cadres de coopération conjointe entre l'Égypte et le Kenya, ainsi qu'en termes de renforcement des cadres d'action africains conjoints d'une manière qui contribue à la réalisation du développement durable souhaité pour les pays et les peuples du continent et stimuler les efforts visant à réaliser l'intégration continentale et l'intégration à tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'accueil par l'Égypte du sommet mondial sur le climat COP27 qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh était fondé sur son souci de participer efficacement à la formulation et la facilitation de l'effort international pour faire face au changement climatique et de confirmer l'engagement du continent africain à faire avancer le programme d'action pour le climat. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que notre continent africain est l'un des continents les plus touchés par les changements climatiques et ses effets, qui varient entre une menace pour les zones côtières, une augmentation de la sécheresse et de la désertification et une raréfaction des ressources en eau. Ce qui nous appelle à trouver des moyens innovants pour y faire face compte tenu de son rôle central dans la stabilité des sociétés et parvenir à un développement durable. Cela s'est produit lors du discours du président el-Sisi lors du sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine dans la capitale kenyane Nairobi, lors des discussions sur les changements climatiques et l'économie bleue, opportunités et défis pour l'intégration continentale. Le président el-Sisi a déclaré que le sommet africain de Nairobi intervient à un moment où le monde est témoin d'efforts inlassables pour faire face aux effets actuels et attendus des crises multiples avec leur impact sur la capacité des pays en développement, en particulier les pays africains, à réaliser le développement pour nos sociétés, ainsi que pour préserver la croissance acquise, ainsi que sur l'état d'incertitude quant à la capacité de la communauté internationale avec ses institutions de financement à fournir l'environnement international pour mettre en œuvre la transformation de l'économie verte en tenant compte des crises imbriquées auxquelles nous assistons entre la crise ukrainienne, la crise énergétique, puis la crise alimentaire et des engrais, et cela a coïncidé avec une augmentation tangible des catastrophes climatiques. Le président el-Sisi a souligné que malgré l'engagement reflété lors du sommet de Sharm el-Sheikh de s'attaquer sérieusement aux défis climatiques, ce qui est mis en œuvre sur le terrain est moins que nécessaire et les partenaires au développement, y compris les institutions internationales, ne sont toujours pas en mesure de répondre aux besoins de nos pays africains. Mettre en œuvre le processus de transformation économique pour réorienter des secteurs tels que l'énergie, les transports et l'agriculture, ainsi que pour mettre en œuvre la conservation de la biodiversité et des écosystèmes tout en atteignant les objectifs de développement durable. Le président el-Sisi a présenté la vision de l'Égypte concernant les axes sur lesquels il convient de se concentrer au cours de la période à venir, à savoir, premièrement, fournir l'environnement nécessaire à la mise en œuvre rapide de projets et de programmes efficaces pour réduire les émissions de divers secteurs et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Deuxièmement, formuler des parcours équitables et des programmes de transformation dans divers domaines. Troisièmement, se concentrer sur les principes de justice et d'équité afin que la transformation requise
tiennent compte des dimensions économiques et sociales et évitent les mesures unilatérales qui ont un impact direct sur les flux commerciaux internationaux, en particulier les exportations des pays en développement et africains. Et quatrièmement, atteindre la justice climatique, activer les mécanismes de financement, le fonds pour les pertes et dommages et financer l'adaptation tout en reconnaissant les coûts supportés par les pays africains pour aider leur société à faire face aux effets négatifs des changements climatiques. Cinquièmement, renforcer la coopération régionale pour assurer le développement des capacités à préserver les écosystèmes communs, à assurer des avantages intégrés entre les pays et à contenir tout effet transfrontalier négatif. Sixièmement, fournir un environnement international favorable et nécessaire à la mise en œuvre, en particulier le financement concessionnel et approprié, améliorer l'accès à celui-ci tout en veillant à ce que cela soit en harmonie avec l'appropriation nationale et que cela n'entraîne pas une réduction du financement nécessaire pour éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement durable. Septièmement, relever efficacement le défi de l'endettement et du coût élevé du financement, notamment en recourant à des solutions innovantes telles que les mécanismes d'échange des dettes et en examinant et en annulant les frais et les intérêts supplémentaires. Le président Sisi a poursuivi que l'Égypte avait lancé un certain nombre d'initiatives sur les questions de l'eau, de l'adaptation, de l'agriculture, de l'énergie, de l'hydrogène et de la biodiversité en coopération avec des partenaires internationaux, dont l'initiative Live for Africa et l'initiative Global Renewable Hydrogen Forum, à laquelle il les invite à rejoindre. Le président Sisi a exprimé sa confiance que le prochain sommet des Émirats arabes unis sera une étape tangible sur la voie juste et équitable pour protéger la planète des répercussions catastrophiques des changements climatiques, exprimant son aspiration à coopérer avec les dirigeants afin que les pays africains et les pays en développement continuent d'orienter la junte internationale vers le renforcement de la coopération internationale face aux défis existentiels posés par le changement climatique. Le Kenya accueille la 5e réunion de coordination semestrielle convoquée par l'Union africaine et les organisations régionales de jeudi à dimanche. 14 chefs d'État et de gouvernement, 51 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine et 1500 délégués ont participé à ce forum. Les détails avec Dalia Karam. Kenya accueille la 5e réunion de coordination semestrielle convoquée par l'Union africaine et les organisations régionales de jeudi à dimanche sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. 14 chefs d'État et de gouvernement, 51 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine et 1500 délégués assistent au forum, a annoncé le ministère kényan des Affaires étrangères et de la diaspora. Au cours d'une session de 2 jours qui a précédé la réunion des chefs d'État et de gouvernement du week-end, les ministres des Affaires étrangères ont souligné jeudi que si le continent voulait mener à bien la transformation socio-économique, il devrait accorder la priorité à la circulation fluide des marchandises et de la main-d'œuvre qualifiée. Ils ont déclaré que la transformation des économies africaines par le biais du commerce sans frontières, de l'augmentation de la valeur ajoutée et de la diversification était la bonne voie pour aider à lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes et les tensions sociales. Alfred Mutawa, secrétaire d'État kényan aux affaires étrangères et à la diaspora, a estimé que la réunion de Nairobi constituait une plateforme qui donnerait de la vitalité au projet à long terme du continent pour la croissance, la transformation et une paix durable. M. Mutawa a fait remarquer qu'on devait libérer le potentiel socio-économique de ce continent en commerçant les uns avec les autres et en abolissant les barrières à la libre circulation des personnes. Il a fait remarquer que l'année 2023, qui était consacrée au programme d'intégration de l'Afrique, devrait également servir de signal d'alarme pour le continent afin qu'il s'attaque à ces problèmes endémiques, notamment les conflits, la pauvreté, les maladies et le chômage. Une mise en œuvre rapide de la ZLECAf est impérative pour garantir un avenir vert, prospère, résilient et pacifique aux citoyens du continent, a indiqué Monique Nzonza-Bagonva, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle a rappelé que le continent avait donné la priorité aux réformes, au financement durable, au commerce numérique et à l'implication des femmes et des jeunes dans le commerce, dans le but de réaliser le programme d'intégration. La zone du libre-échange continental d'Afrique, ZLECAf, entre officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021.
Ratifié jusqu'à présent par 54 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,2 milliard de personnes potentiellement consacrées. Les détails dans ce commentaire. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. À l'heure actuelle, 54 pays membres de l'Union africaine ont signé l'accord sur la ZLECAf. Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, cet accord est devenu celui qui compte le plus grand nombre des pays participants. La ZLECAf vise notamment à améliorer le commerce interafricain en supprimant les obstacles non commerciaux tels que les contrôles frontaliers fastidieux. Mais il faudra aller au-delà de la déclaration de la fin des contrôles aux frontières. Les gouvernements, les États partis à la ZLECAf élaboreront des stratégies nationales de mise en œuvre pour concrétiser cet objectif et les autres objectifs de l'accord. Selon la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063 de l'Union africaine 2014-2023, l'Afrique a fait des progrès dans l'accélération de la construction de la zone de libre-échange continentale africaine et la promotion d'un développement économique et social durable. La Banque mondiale et le secrétariat de la ZLECAf ont publié un rapport selon lequel, avec la mise en œuvre intégrale de l'accord sur la ZLECAf et la normalisation des investissements et de la concurrence, l'Afrique devrait augmenter ses revenus de 571 milliards de dollars, créer 18 millions de nouveaux emplois et encourager 2,5% de la main-d'œuvre à entrer dans les industries émergentes, sortant ainsi 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. L'Égypte a accueilli jeudi dernier un sommet des voisins du Soudan dans le but de mettre fin à 3 mois d'un conflit sanglant entre factions militaires rivales qui menacent la stabilité régionale. Depuis plusieurs semaines, les efforts diplomatiques se multiplient, mais sans parvenir à dessiner le début d'une sortie de crise. Les détails avec Dalia Karam. Les dirigeants des 7 pays voisins du Soudan se sont mis d'accord jeudi au Caire sur une nouvelle initiative dirigée par l'Égypte visant à résoudre le conflit qui s'aggrave dans ce pays voisin. L'Égypte a accueilli jeudi 13 juillet un sommet des voisins de Khartoum et de représentants de différents groupes militaires et civils soudanais. Ce sommet visait à mettre fin à l'effusion du sang du peuple soudanais et aux répercussions négatives sur les pays voisins, selon un communiqué des autorités égyptiennes qui s'inquiètent de l'enlisement de la guerre entre l'armée régulière fidèle au général Abdel Fattah el-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire. Le sommet a été organisé par le président Abdel Fattah al-Sisi et a réuni les dirigeants de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, du Tchad, de l'Érythrée, de la République centrafricaine et de la Libye. Le Soudan est couvé de violence depuis le 15 avril lorsque les tensions entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont éclaté en combat ouvert. Le conflit a tué plus de 3000 personnes selon les données de juin, bien que le nombre réel de morts soit probablement beaucoup plus élevé selon les médecins et les militants. Dans son discours d'ouverture, le président al-Sisi a présenté une initiative visant à établir un cessez-le-feu durable, à créer des couloirs humanitaires sûrs pour l'acheminement de l'aide et à établir un cadre de dialogue qui inclurait tous les partis et les personnalités politiques soudanaises. Le président al-Sisi a exhorté jeudi les parties belligérantes soudanaises à s'engager dans des négociations de cessez-le-feu menées par l'Union africaine. Le plan de jeudi a été soutenu par les 7 voisins ainsi que par l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui l'ont tous deux salué sur les réseaux sociaux. Depuis avril, les rivaux avaient convenu d'au moins 10 cessez-le-feu qui ont échoué. Les efforts diplomatiques visant à mettre fin au combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se sont jusqu'à présent révélés inefficaces. Le mois dernier, des pourparlers entamés à Jeddah sous l'égide de l'Arabie saoudite et des États-Unis ont été suspendus faute d'accord. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont discuté jeudi dernier au Caire des moyens de sortir de l'impasse actuelle et des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les deux hommes ont également discuté de la crise soudanaise et des relations bilatérales. Un commentaire.
Le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont discuté jeudi de la crise soudanaise, des relations bilatérales et du barrage géant éthiopien sur le Nil bleu, a indiqué la présidence égyptienne. Le président al-Sisi a accueilli Ahmed au palais présidentiel du Caire. La réunion bilatérale de mercredi soir a eu lieu avant un sommet régional sur le conflit soudanais. Les deux parties ont également discuté des moyens de sortir de l'impasse actuelle des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, selon un communiqué commun publié par la présidence égyptienne. Elles ont convenu jeudi de parvenir à un accord sur le méga barrage controversé de l'Éthiopie sur le Nil bleu dans un délai de 4 mois, une avancée après des années de tensions entre les deux pays. Le barrage, qui a coûté 4 milliards de dollars, soit environ 3,5 milliards d'euros, est au cœur d'un conflit régional depuis que l'Éthiopie a entamé des travaux en 2011, l'Égypte craignant qu'il ne réduise sa part d'eau provenant du Nil. Le président al-Sisi et le premier ministre éthiopien ont convenu d'entamer des négociations accélérées pour finaliser l'accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur le remplissage du Gerd et son exploitation dans un délai de 4 mois d'après le communiqué. Le Soudan n'a pas participé aux discussions entre le président al-Sisi et M. Ahmed, mais Moubarak Ardol, considéré comme un proche allié de l'armée soudanaise, a écrit qu'il soutenait pleinement cette déclaration bilatérale sur le Gerd et que le Soudan se joindrait bientôt à l'accord trilatéral sans médiateur extérieur. Les négociations précédentes sur le remplissage et l'exploitation du barrage n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre l'Éthiopie et ses voisins. L'Égypte qualifie le barrage de menace existentielle car elle dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, a rendu public mercredi 12 juillet la première plateforme pétrolière fabriquée localement par un joint venture regroupant le groupe chinois Honghua et l'égyptien General Petroleum Corporation. Voyons ensemble. Avec les importantes ressources pétrogazières dont dispose l'Égypte, le Caire œuvre activement à renforcer l'autonomie opérationnelle de son industrie des hydrocarbures afin d'en maximiser les retombées. Tarek El-Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, a rendu public mercredi 12 juillet la première plateforme pétrolière fabriquée localement par l'Egyptian Petroleum Manufacturing Corporation, une joint venture regroupant le groupe chinois Honghua Group et l'Egyptian General Petroleum Corporation. L'infrastructure est typiquement une foreuse pétrolière d'une capacité mécanique de 2000 chevaux. L'engin est conçu pour réaliser des activités de forage à terre exclusivement. L'ouvrage permettra ainsi l'exécution des programmes de creusement et d'excavation dans les zones terrestres. D'après le ministre, l'infrastructure est un modèle de coopération économique fructueuse entre l'Égypte et la Chine. C'est également un exemple réussi de transfert technologique entre les deux pays. La concrétisation de ce projet entièrement financé par l'Egyptian Petroleum a eu par ailleurs d'autres retombées plus pratiques. Le vice-président exécutif de Honghua Group souligne notamment la contribution de l'initiative à la formation de pépites techniques locales. Le responsable chinois pense que celle-ci devrait aider l'Égypte à acquérir davantage d'autonomie en ce qui concerne la mise en œuvre efficace et efficiente de projets d'exploitation minière en limitant au passage la pénurie de matériel pétrolier et gazier essentiellement importé de l'extérieur. L'Égypte s'est classée au 7e rang des principaux fournisseurs d'engrais au monde. L'année dernière, les exportations d'engrais de l'Égypte ont totalisé environ 3,4 milliards de dollars contre 2,3 milliards de dollars en 2021. Les détails avec Dalia Karf. Le Conseil égyptien des exportations de produits chimiques et d'engrais a annoncé que l'Égypte se classe désormais au 7e rang des principaux exportateurs d'engrais au monde. Le classement est dominé par la Russie, suivi d'Oman, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie et du Nigeria. Le président du Conseil égyptien des exportations de produits chimiques et d'engrais, Khaled Aboul Makarem, a déclaré que l'objectif était d'augmenter cette année les exportations de 25 à 30%
10%. Lors de l'ouverture du salon Agro-Égypte 2023, il a expliqué que le secteur chimique représentait 25% des exportations non pétrolières de l'Égypte en 2022 avec environ 9 milliards de dollars, ce qui l'a propulsé à la première place des secteurs d'exportation. L'année dernière, les exportations d'engrais de l'Égypte ont totalisé environ 3,4 milliards de dollars contre 2,3 milliards de dollars en 2021. L'Égypte s'est ainsi classée au 7e rang des principaux fournisseurs d'engrais au monde. M. Aboul Makarim a ajouté que la crise russo-ukrainienne a contribué à l'entrée de l'Égypte sur de nouveaux marchés tels que l'Union européenne en tant qu'alternative aux approvisionnements russes. Le Brésil, la Turquie et l'Inde figurent parmi les principaux marchés promoteurs pour les exportations d'engrais de l'Égypte. La France occupe la première place dans le classement des pays importateurs d'engrais en 2022, suivi de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce et de la Belgique. La Turquie est le premier marché importateur de produits chimiques et d'engrais en provenance d'Égypte, avec des achats s'élevant à 1,027 milliard de dollars. L'Italie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Soudan, la Belgique, le Brésil et le Maroc figurent également parmi les 10 principaux importateurs avec un taux de croissance moyen de 32%. La zone économique du canal de Suez, SC Zone, a attiré 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers entre juillet 2022 et mai 2023. L'annonce a été faite par l'autorité générale de la zone jeudi 8 juin. Les détails avec Dalia Karam. La zone économique du canal de Suez a attiré 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers entre juillet 2022. La note d'information précise également que les investissements nationaux dans la zone ont atteint 3,6 milliards de livres égyptiennes, soit 116 millions de dollars, au cours de la même période avec 46 projets approuvés dans divers secteurs d'activité. 5 projets ont été approuvés par le conseil d'administration de la zone économique du canal de Suez et ils vont générer près de 3 800 opportunités d'emploi directes et indirectes. Couvrant une superficie de 461 km² le long des rives du canal de Suez, la zone économique compte 6 ports et 4 zones de développement. D'après le rapport de la Banque centrale d'Égypte, les entrées nettes d'investissements directs étrangers s'élèvent à 5,7 milliards de dollars au premier semestre de l'exercice 2022-2023. Pour rappel, le canal de Suez constitue une source importante de revenus pour l'Égypte, captant 10% du commerce maritime international. Pour l'exercice 2021-2022, les revenus du canal ont atteint les 7 milliards de dollars. Selon les données de l'autorité du canal de Suez, elle devrait atteindre 8,7 milliards de dollars cette année. L'Égypte vient d'inaugurer le premier port sec du pays. L'installation annoncée dans la ville du 6 octobre, une zone urbaine du Caire, sera le plus grand sec en Afrique. L'Égypte, dans son challenge contre les ports voisins du nord de l'Afrique, multiplie les investissements pour se doter d'installations portuaires et logistiques d'envergure. La phase de mise en service a été entamée jeudi pour le nouveau et tout premier port sec d'Égypte construit dans la ville du 6 octobre. Érigée sur 4500 m², cette plateforme intérieure dotée d'une capacité de 720 000 équivalents 20 pieds par an constitue un relais logistique clé pour désengorger les ports maritimes égyptiens dont les volumes annuels ne cessent de croître. En dehors des installations aménagées pour les conteneurs, elle fournit un ensemble intégré de services logistiques associés au processus d'acheminement ou d'expédition depuis ou vers les ports maritimes. La mise en œuvre du projet a été confiée à un consortium comprenant DB Schenker, une division de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn AG qui se concentre sur la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la société égyptienne de suivi électrique et la société 3A International. Le projet a demandé la participation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à hauteur de 176 millions de dollars américains. Le port aura une capacité de 720 conteneurs par jour, soit un total d'environ 250 000 équivalents 20 pieds par an. Le futur port devrait créer au moins 3 500 emplois directs et indirects.
La construction de cette infrastructure constitue un point de départ pour l'implantation de 14 autres ports secs et d'un centre logistique lié au chemin de fer et au port maritime, d'après le ministre des Transports Kamel Wazir. L'opérationnalisation complète de la plateforme devrait permettre de fournir des services supplémentaires au secteur de la logistique et contribuer à réduire la congestion routière due à la circulation des camions, ainsi que les accidents qui en résultent. Elle réduira aussi les émissions nocives de CO2. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.